22 mars de chaque année, mesdames et messieurs, le monde célèbre la journée internationale de l'eau. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur cette célébration, mais différemment, en répondant à cette question: comment s'est fait la commercialisation de l'eau en RDC? Parce que nous constatons l'eau en bouteille, bien sûr, ça se vend un peu partout. Quelle est sa qualité et quelle est la structure de prix? Nous allons tenter de répondre, réfléchir par rapport à ces sujets. Moi, c'est Pepito au Saka. Je serai accompagné d'un invité. C'est un habitué de cette émission, Lucien Mosengo. Bienvenue. Merci, Gégère Pepito. Très heureux de te retrouver encore une fois. Ah, moi de même. Alors, Lucien Mosengo, c'est un activiste environnemental. C'est quelqu'un qui est très engagé dans ce domaine de l'environnement. Nous parlons l'eau, mais avant de parler de ce sujet, nous traversons une période un peu compliquée à Kinshasa, en RDC, suite à de fortes températures, de fortes chaleurs. Il y a rareté de pluie, il ne pleut pas convenablement. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, actuellement, le monde en général et notre pays en particulier est en train de vivre un tourment décisif par rapport au réchauffement climatique. Donc nous sommes en train de vivre des conséquences directes liées au réchauffement climatique par les activités anthropiques qui génèrent cela. Donc la population est juste victime d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise gestion de l'environnement qui produit ces conséquences. Mauvaise gestion de l'environnement. Nous avons suivi également la Mételsat communiquer dans ces secteurs, communiquer pour nous alerter. Nous avons suivi également le vice-ministre de la Santé qui a alerté parce que cette forte température a des conséquences sur la santé. L'OMS également a alerté. Est-ce que ça suffirait pour informer la population face à tout ce que nous subissons comme effet du réchauffement climatique? Bon, moi je pense que la Mételsat joue le rôle informatif. Ce que la Mételsat avec l'OMS essaye de faire, c'est justement pour amoindrir un peu la teneur de cette réalité, justement pour avoir une attitude permettant à la population d'amortir les chocs en fait. Mais le problème n'est pas à aborder dans ce sens-là parce qu'il y a aussi les politiques qui doivent prendre leurs responsabilités en main. Donc on doit parler de la politique internationale par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour lutter contre cela, la lutte ne se fait pas de façon hasardeuse. Il y a des gens, on sait, qui sont premiers en termes de pollution. On sait qui sont à la base de cette réalité qui sévit toute l'humanité, mais c'est à eux de prendre leurs responsabilités, mais aussi au niveau, nous à l'interne, de mener des politiques fortes afin d'amortir les chocs, parce que je ne dirais pas qu'on peut résoudre ces problèmes d'une façon miraculeuse. On peut résoudre ces problèmes d'une façon miraculeuse. Nous allons revenir un peu sur notre thématique centrale. Nous célébrons l'eau, mais sur un autre angle où nous allons réfléchir sur comment s'est fait la vente, la commercialisation de l'eau en bouteille, plastique bien sûr, en RDC. Avant d'utiliser le bouteille en plastique, comment se faisait la vente de l'eau? Bon, avant, la bouteille en plastique, on laissait vers les années peut-être 2000, je pense, on utilisait des sachets. Il y avait des sachets, ça coûtait, je pense, 10 francs. Après, on a fait une migration pour payer maintenant l'eau pure avec le sachet Au pire. Voilà, sous différentes marques. Et puis, chaque jour, il y a eu cette métamorphose commerciale et maintenant nous sommes avec l'eau en bouteille. Nous sommes avec l'eau en bouteille. Ça justifie quoi? De la technologie? Ou qu'est-ce qui expliquerait cette migration où la population préfère l'eau en bouteille aujourd'hui? Oui, il y a aussi cet aspect de la technologie et puis l'aspect sociologique de notre pays. Vous savez, lorsque la présentation est belle, même si le contenu pose problème, on va attirer l'attention de tout le monde. Je n'aimerais pas entrer dans des considérations marketing, mais je pense que les problèmes sont aussi d'ordre de présentation
et aussi les avancées technologiques. Avancées technologiques, ordre des présentations. Cela attire beaucoup de gens à consommer l'eau en plastique. Parlons un tout petit peu de prix, bien qu'on ne fait pas de marketing, nous sommes en train de réfléchir comme tous les Quinois. Nous constatons une certaine variation de prix. Est-ce ça correspond à la marque? Est-ce c'est comme ça la structure de prix? Ou bien c'est de l'anarchie? Bon, par rapport à ça, je pense que si nous faisons un tour dans la géographie économique, il y a ce qu'on appelle le milieu. Donc, les prix aussi sont fixés par rapport au milieu de vie. Par exemple, si on peut prendre le coût des transports, une distance, on quitte magasin pour aller peut-être en gare centrale. Ça ne représente rien par rapport à Zando jusqu'à Massina. Mais vous allez voir que Zando jusqu'à Massina, parfois les gens qui font Zando jusqu'à gare centrale payent plus que. Dans la géographie économique, il y a les facteurs niveau de vie qui comptent par rapport à la fixation de certains prix. Mais légalement, quelle est la structurabilité à... Légalement, je pense que nous avons le ministère de l'économie. Il y a aussi le ministère du commerce extérieur, si je ne m'abuse, qui œuvre dans ce sens-là. Dans les ministères économiques qui fixent le prix. Mais jusque-là, parfois les prix sombrent. Parce que dans notre pays, si on lit chaque fois quand on voit la revue concernant l'évolution des achats avec le prix peut-être sur la RTNC et d'autres chaînes, on constate qu'il y a une certaine inadéquation entre ce que l'État a fixé et la réalité sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un certain monitoring dans ce sens-là et chacun est maître. Donc quelqu'un peut se réveiller, il voit, je ne sais pas, selon la sensibilité de la population, les prix varient par rapport à ça. Le prix varie, le prix de l'eau en bouteille varie par rapport à la sensibilité de la population, comme le dit Lucien Mosengo. Mais c'est de ça qu'une opinion, on dirait que c'est de l'anarchie. Exactement. On vend comme on veut. Oui. Alors, qu'est-ce qui expliquerait cette multiplicité de marques? La multiplicité de marques, vous savez, en économie, il y a un principe, la crise engendre l'opportunité. Aujourd'hui, notre pays, nous sommes dans une crise transversale, c'est-à-dire il n'y a pas un certain contrôle, les choses ne sont pas faites de façon normative. C'est-à-dire, est-ce que toutes ces entreprises respectent d'abord les codes du travail, rémunèrent-elles leurs agents dans les normes pour s'installer? Ces entreprises-là ont tous les documents, ou ces entreprises-là sont-elles protégées par certaines personnes dans l'obscur? C'est-à-dire que c'est déjà une crise. Et face à une crise, il y a l'opportunité. Et aujourd'hui, la RDC est vue comme un paradis. Je ne dirais pas paradis fiscal. Une terre d'opportunité. Oui, une terre d'opportunité. Ce qui fait que les multinationaux aiment ce pays parce qu'il y a la crise. Quand il y a la crise, les opportunités se multiplient. Alors, si on peut facilement dribbler les structures étatiques habilitées pour les raisons peut-être d'impôts et autres, on a une certaine protection derrière. Donc, cela justifie la multiplicité de toutes ces entreprises. Est-ce que ces entreprises-là payent-elles des taxes? Est-ce que ces taxes-là arrivent dans la caisse de l'État? Voilà les questions auxquelles nous devons être soumises pour avoir la suite de la réponse. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a aussi l'entreprise étatique, la Régie des eaux qui est censée nous fournir de l'eau, n'arrive pas à faire un très bon travail et du coup, ça donne naissance à des entreprises qui nous produisent maintenant de l'eau en bouteille. Bon, le problème est à prendre dans deux volets. On sait déjà que notre pays s'efforce de maintenir les caps au-delà de tous les enjeux, au-delà de tous les défis qu'elle est appelée à répondre. Vous savez, il y a aussi un problème lié au manque de subventions. On le voit, beaucoup de firmes se plaignent qu'il n'y a pas assez de financement, même les gens qui travaillent dans les PME, etc. Il y a d'abord un problème de financement, il y a un problème de subsides. Si l'État finançait peut-être à grande échelle nos entreprises, elles auraient pu être compétitives. Mais il y a aussi un problème de gestion. On ne peut pas dédouaner peut-être les gens qui gèrent, il y a un problème de gestion parce que lorsqu'on te nomme comme mandataire, c'est-à-dire
tu es appelé pour relever les défis. En bonne conscience, si tu sais que je ne serai peut-être pas à mesure de relever ces défis, il faut refuser la nomination. Mais quand on est nommé, on doit savoir qu'il y a une feuille de route. On est nommé pour réaliser tel défi. Parce qu'il y a des défis auxquels l'entreprise est soumise. Vous voyez? Alors, face à cela, la Régie des eaux fait tant soit peu son travail à son niveau. Mais je ne pense pas que la Régie des eaux est dotée des moyens suffisants pour relever les défis. On ne parle pas que de Kinshasa. Allez faire un tour dans votre province. Vous allez voir ce qu'il y en a. Allez faire votre tour à Malembankoul. Vous venez de l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que les gens ont accès facile à l'eau potable? Non, mais l'accessibilité en eau potable, c'est un problème transversal en RDC. Hormis la province de Kinshasa. Même Kinshasa, faisons un tour à Maluka. Vous venez de quel coin précisément? Moi, je viens de Likasi. De Likasi. Oui. Donc, je ne peux pas affirmer que l'accessibilité en eau potable est un pari gagné. Donc, nous avons, il y a des efforts qui sont conjugués, mais je pense que le chemin est encore très long. Le chemin est encore très long en ce qui concerne l'accès pour tous à l'eau potable, qui est un droit constitutionnel, l'article 48. Et nous parlons de l'eau, on ne peut pas parler de l'eau sans parler de la Régie des eaux également. Les défis sont énormes. Nous avons suivi le directeur général de cette entreprise dire haut et fort que cette entreprise produit de l'eau, s'il faudrait paraphraser, de l'eau de très bonne qualité, plus que d'autres entreprises commerciales. Quel est ton point de vue? Bon, je n'ai pas suivi entièrement son allocution, mais en tant qu'analyste, je peux faire quand même, je peux mener une réflexion classique par rapport à ce que nous sommes en train de constater. Moi, je pense que son argumentaire s'aligne plus dans un cadre marketing. Il est en train de vanter son produit. Mais sur le terrain, la Régie des eaux fait son travail, bien entendu. Mais je ne pense pas que la Régie des eaux peut être compétitive, peut-être avec les sociétés américaines. Vous pensez que les ambassades américaines qui sont ici consomment l'eau de la Régie des eaux? C'est une question. La Régie des eaux respecte-t-elle toutes les étapes de traitement avec les normes de l'OMS? Je me réserve d'aller plus loin dans ce sens-là. Mais on voit peut-être avec les dosages avec le chlore qui peut être effectué, les captages, etc. Mais qu'est-ce qu'il advient en fait à ce qui concerne la canalisation de cette eau? On connaît tous l'état dans lequel se trouvent les tuyaux. Les tuyaux que depuis l'époque belge jusqu'à présent, qui présentent des rouilles. Et même si l'eau est traitée, jusqu'à arriver au robinet. Comment cela est transporté? Comment cela sera transporté? Le transport de cette eau. Moi, je ne prends que cet aspect pour dire que le problème se trouve à ce niveau-là. Et quel est l'état de ces tuyaux de canalisation qui, pour la plupart des cas, présentent déjà un état de vétusté énorme, des rouilles, qui, on sait, si on entre en chimie, moi-même en analyse de l'état de l'environnement, un risque potentiel en métaux lourds. Et quel est l'état de cette eau que la population va consommer? Alors, on ne sera pas étonné de voir les gens courir pour prendre des eaux en bouteille. Même aussi, dans cet état-là, il y a beaucoup de choses à dire. Même aussi, dans cet état-là, il y a beaucoup de choses à dire avec de l'eau en bouteille. Nous allons suivre cette vidéo qui a fait mouche sur la toile et on se retrouve pour commenter. Dans mai ya spaso na musele qui était na kati balusa marque na balusa marque donc spaso mayo na musele qui était na kati donc bazo vérifier mai te OCC musala moya malonga te OCC asalaka na mboka o mai na musele qui était na kati dans mai pena oui maman musele qui était na kati. Alors, vous avez bien suivi avec moi cette vidéo qui, voilà, quelqu'un qui montre une bouteille d'eau. À l'intérieur, il y a un petit gecko. Donc, ça dénote un peu de la mauvaise qualité, de la mauvaise conservation de cette eau. Ça vous fait quoi? Voilà, merci beaucoup, ingénieur. Vous savez, on est en train de parler d'une matière très sensible. On parle de l'eau. C'est une matière très sensible.
Alors moi je pense que la balle est dans le cas des autorités. Aujourd'hui, toutes ces entreprises qui fabriquent des eaux en bouteille, moi j'ai dit, sont-elles dans des normes? Aujourd'hui, on voit, il y a des vidéos, on peut le voir même sur nos journaux télévisés, le soir en Lingala, etc. On voit parfois, on filme des gens en train de ramasser les bouteilles. Ces bouteilles-là vont où? Aujourd'hui, tout le monde peut se procurer la machine qui aide à fermer les bouchons, la machine qui colle les sachets. La plupart de ces eaux-là sont fabriquées parfois dans des maisons, dans des conditions non hygiéniques. Et qui contrôle cela? Lorsque les agents de l'État vont passer... On peut taxer un tel acte de crime? C'est un crime. Moi, j'ai dit que c'est un acte génocidaire. Et pourquoi on ne dénonce pas? Parce que nous sommes en train de tuer la population. Nous sommes complices parce qu'on doit faire des affaires derrière sa maison, quelqu'un qui fait ça. Exactement. Voilà pourquoi j'ai dit la balle est dans le cas de l'État. Vous savez, le risque est énorme. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train... l'État doit continuer à contrôler, à superviser, mais l'État n'est pas partout à chaque instant. Non. Parfois, la population aussi est complice. Monsieur Pépito, bien que vous avez tendance à défendre toujours la population. Oui, la population est complice, mais c'est le père qui est là. L'État a tous les moyens pour mener sa politique. L'État a tous les services. Il y a tous les services. Alors que nous servirait cette panoplie de ministères s'ils n'arrivent pas à mener à bien leur mission? Je parlais de la qualité des eaux. Vous savez, lorsque nous sommes en train de consommer cette eau, si on fait peut-être des analyses physico-chimiques, on va voir dans quel état se trouve cette eau. La population est en train de consommer. En environnement, on parle de la bioaccumulation et bioconcentration. Donc, chaque jour, nous sommes en train de consommer cette eau-là. Et la contamination s'est faite progressivement à petit feu. Voilà, maintenant, nous sommes dans une ville qui regorge d'environ 12 millions d'habitants. Imagine 12 millions d'habitants qui consomment une eau pareille. On est en train d'héberger la maladie. Ne soyez pas étonnés qu'on voit la prolifération des cancers à tout moment. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un acte génocidaire. Et pourquoi nous ne dénonçons pas? Qu'est-ce qui est derrière ça? Ce que nous sommes en train de faire, c'est une forme de dénonciation, mais qui prend nos recommandations en compte. Voilà pourquoi je dis qu'on peut remplir de bonnes intentions, mais nous n'avons pas le monopole d'agir parce qu'on n'a pas la décision. C'est aux décideurs de mener à bien, de prendre en considération les recommandations que nous, en tant qu'experts, nous sommes en train de leur formuler. Nous sommes en train de parler de l'eau en bouteille, comment s'est fait la commercialisation de cette forme d'énergie à Kinshasa ou en RDC, comment cela se passe. Nous avons parlé tantôt de du prix plutôt qui varie. Nous avons parlé de la concurrence qui fait mouche. Nous avons parlé également de cette entreprise nationale qui fournit de l'eau. Nous avons reçu un ingénieur, nous avons reçu un activiste, Lucien Mossero, c'est avec lui que nous sommes en train de débattre. Très souvent, les bouteilles en plastique finissent dans nos rivières. Ça finit dans nos rivières. Nous avons vu dernièrement, il a plu, voilà, de fortes pluies et du coup nos rivières sont inondées de bouteilles. S'il faudrait pêcher, on a mis une chance de ne pas pêcher les poissons mais de pêcher les bouteilles. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, moi je pense que le problème est assez complexe par rapport à cela parce que la responsabilité ne doit pas être justement figée sur les entreprises qui fabriquent cela, parce que ces entreprises-là payent parfois les écotaxes. Ils ont des externalités qu'ils payent, mais cet argent-là va où? Aujourd'hui, à défaut de produire cette eau avec des bouteilles, il y a lieu de fabriquer cette eau, d'utiliser les bouteilles biodégradables. Mais est-ce que toutes ces mesures... Ça demande beaucoup de moyens. Oui, ça demande beaucoup de moyens. Est-ce que au Parlement, il y a peut-être une ou deux lois qui vont dans le sens là sur le pollueur-payeur? Mais est-ce que nous avons vraiment des lois pratiques qui accompagnent ces structures? Parce que c'est loi pratique, c'est-à-dire? Loi pratique, c'est-à-dire qui attaque directement ce problème. Nous avons seulement la loi du pollueur-payeur. Pollueur-payeur, mais c'est très complexe. Mais il doit y avoir des mesures qui intercalent justement ce que nous sommes en train de vivre. Ces problèmes des plastiques deviennent inquiétants. Aujourd'hui, quand on étudiait, M. Pépito, tout le monde savait qu'on avait 5 continents ou 6 continents. Mais actuellement, nous en avons 7. Si vous prenez le map monde ou bien vous sillonnez au travers de l'atmosphère, vous allez voir qu'il y a un 7e continent qu'on appelle les déchets.
parmi ces déchets-là, 80% représentent les matières plastiques. C'est un danger énorme. Et la plastique, quelle est sa durée de décomposition? Ça traîne. Ça peut prendre 50 ans. Sa durée de décomposition. Et pour la plupart dans notre pays, pour ne prendre que l'exemple de Kinshasa, ça finit leur voyage, leur périple dans les rivières. La rivière Kalamo est une première victime. Lorsqu'il y a une forte concentration de matières plastiques, ça favorise aussi les inondations. Si on part même à l'échelle internationale, aujourd'hui, pour ne prendre que ça, avec la décomposition de la matière plastique, des phytoplanctons, etc., certaines particules des matières plastiques se retrouvent dans le corps de mammifères, dans le corps des poissons. Et lorsque nous allons pêcher ces poissons-là, on va consommer des poissons avec des matières plastiques à l'intérieur. Ce qui apporte la contamination au travers de la chaîne alimentaire et la chaîne trophique. Et nous qui allons consommer ces poissons, quelle est la qualité des poissons que nous sommes en train de consommer? Mais également, ça détruit la vie aquatique parce Exactement. que nous constatons dans nos rivières urbaines, et de plus en plus, il y a moins de poissons. Alors, c'est bien de dénoncer, ça fait très mal quand nous constatons tout ça dans notre environnement de tous les jours. Alors, on se demande quoi? Que faire? Les plastiques sont là, dans nos rivières. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut continuer à dénoncer, à organiser des manifestations, aller dans le sens de la rhétorique, des conférences, sommets et tout. Mais dans le concret, nous souffrons. Dans l'environnement et la société, il y a une pratique qui existe pour bâtir une société durable. Il faut qu'il y ait le droit d'abord. La justice élève une nation. Il faut qu'il y ait le droit, il faut qu'il y ait l'économie pour financer des actions que nous allons mener. Et enfin, il faut qu'il y ait l'éthique. Ce que nous sommes en train de faire, si ça va dans le sens de conscientiser la population, c'est-à-dire au-delà de ce que l'État peut produire, nous sommes en train d'interpeller, d'inviter la communauté congolaise en particulier à une conscience environnementale. Donc lorsque vous êtes en train de jeter, vous prenez les plastiques. On peut boycotter cela. On voit peut-être dans certains pays, nous n'allons plus consommer, c'est-à-dire les bouteilles en plastique. Mais ils vont faire des rechutes en termes économiques. Ça va interpeller. Ça va augmenter les taux de chômage. Voilà, exactement. Voilà pourquoi je dis la révolution, on doit payer le prix. On doit payer les prix si nous ne sommes pas capables. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans le sens du curage, soutenir le curage? Là, on n'attaque pas le problème en amont. On doit commencer à soutenir le curage, mais les gens qui jettent existent. Nous, on attaque les gens qui jettent. Alors, pour ne pas jeter, on peut mener des actions fortes. Je me rappelle en G3, avec le professeur Hilaire Katalay, que je salue en passant, dans notre auditoire, il y a, si on te voit avec une bouteille en plastique, c'était une infraction. Chacun se promenait avec des gourdes en métal. Est-ce que vous aurez la facilité de jeter la gourde en métal? Vous allez la conserver, vous allez la réutiliser. Vous voyez, c'était justement des méthodes pour lutter contre la pollution plastique au niveau de la colline fertile. Et c'est une démarche que nous sommes en train de vulgariser, tant soit peu, au niveau de toute la communauté estudiantine. Nous parlons de l'eau, nous parlons de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est tout. L'eau, c'est nous. Pratiquement, nous sommes à la fin. Voilà. Nous avons célébré différemment cette journée internationale de l'eau. Nous avons parlé de la vente de l'eau en bouteille. Mais avant de clore, revenons un peu sur l'eau en sachet qui disparaît de plus en plus. Il y a eu des interdictions au niveau de l'hôtel des villes, ainsi de suite. La loi réprimande cette manière de faire, de vendre l'eau dans le sachet. Mais la pratique continue. La pratique continue parce que il n'y a pas le monitoring, c'est ce que je suis en train de dire. Le grand problème en RDC, ce n'est pas la production des lois, la production des textes légaux. On en a plein, on en a beaucoup. Dans chaque domaine, il y en a. Mais quelle est l'application, l'applicabilité de ces lois? C'est là que le pays est en train de pécher. Alors, on ne peut pas s'attendre à grand chose s'il n'y a pas de structures étatiques qui mènent ces suivis sans être corrompus. Les problèmes aussi, c'est à ce niveau. Lorsque les agents de l'État viennent pour mener peut-être des expertises, quelles sont les conditions dans lesquelles vous travaillez pour produire des eaux. Mais s'ils trouvent que des conditions sont minables, mais ils n'ont qu'à faire le rapport à la hiérarchie. Mais si vous vous retrouvez avec un 2500 $ de transport, vous connaissez la suite? L'entreprise nationale censée nous fournir de l'eau est en train de travailler d'arrache-pied pour assurer sa tâche au regard des défis
mais nous avons aussi des entreprises commerciales qui sont là, qui produisent régulièrement de nouvelles marques d'eau. Alors, comment se présente l'avenir des ventes d'eau en bouteille en RDC? L'avenir des ventes... C'est quoi la tendance? La tendance, moi je dis que c'est... Si on doit faire en termes graphiques, mais ces entreprises-là sont au top. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, même moi-même qui vous parle, je suis premier consommateur, mais moi je parle de beer cooling, en bouteille, en gourde. Vous voyez, aujourd'hui avec le problème du réchauffement climatique, tout le monde a tendance à se désaltérer, à étancher sa soif. Mais vous pensez que la régie des eaux est-elle compétitive jusqu'à ce niveau-là? Je ne pense pas. Et moi je pense qu'il faut une refondation des structures étatiques, de savoir que nous avons une mission. Je peux vous choquer. Moi je suis à l'UPN. Si je vous dis que l'eau là j'entends parler, mais chez nous en Gombakekou ça n'arrive presque pas. Ça n'arrive parce que je parle de cas de notre parcelle. Vous pouvez faire 4 mois. Et comment vous faites? Mais on vit des eaux du forage, avec tous les risques qui vont. On vit avec les eaux du forage, sans compter il y a Mboudi, aujourd'hui, il y a un autre commerce qui est en train de monter à puissance. Si tu as un forage aujourd'hui, tu es patron. Pourquoi? Parce que... Alors si nous pouvons placer un mot avec des forages anarchiques dans la ville de Kinshasa, on doit continuer comme ça parce que ça répond à un besoin ou bien il faudrait vraiment beaucoup plus de rigueur? Ça répond à un besoin, oui, ça soulage je pense un peu, mais on doit aussi veiller par rapport au risque de la pollution parce que nous sommes dans la structure du sol. L'eau du forage vient des eaux souterraines. Quel est l'état de cette nappe phréatique? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font ce qu'on appelle l'enfouissement. On enfouit les déchets. Et lorsqu'il y aura pluie à travers l'infiltration, ces eaux-là vont rester dans le sous-sol, les eaux souterraines. Et quel est le risque? La population a les risques de souffrir avec la pollution minérale et organique. Prenons par exemple le cas de Mboudi, avec le cimetière. Lorsqu'il y a pluie, pourquoi? Parce que la nappe, c'est une couche. Lorsque nous sommes là, ça ruisselle, oui, ça ruisselle, ça marche. On voit toutes les manœuvres des eaux qui passent parfois par les eaux des gens, des personnes qui sont déjà décédées, et ça va se retrouver dans le sous-sol. On vient, on va ériger un forage là-bas. Vous voyez les risques de la contamination avec la pollution minérale et organique auquel plutôt la population est exposée. Donc ceci est un problème. Les forages aujourd'hui soulagent, mais on doit voir les conditions dans lesquelles, quel type de sol, est-ce qu'ici on doit creuser pour faire le fourrage ou pas. Donc tout cela aussi c'est un problème. Voilà pourquoi je dis la crise appelle un problème. La crise appelle un problème. Nous sommes pratiquement à la fin, comme je l'avais dit. Un dernier mot. Un dernier mot, malheureusement on n'a pas évoqué la politique en termes d'eau parce que vous savez qu'il y a aussi des questions épineuses rapidement, si concernant le transfert des eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad. Aujourd'hui j'appelle le Congolais à une vigilance. Nous sommes en train de célébrer pas n'importe quelle ressource, mais nous célébrons l'eau. Si on doit rentrer peut-être en géographie, aujourd'hui l'eau couvre 96,5% de la surface terrestre. Donc le domine. Et parmi ces dans les 100% là, il y a 96,5% qui est, comment dirais-je, qui représente les océans et les mers. Et vous savez, ce sont des eaux qui ne sont pas destinées à la consommation. Il n'y a que 3% au niveau mondial qui est destiné pour la consommation d'eau douce. Et la RDC représente une réserve mondiale importante en termes d'eau douce. Ici, on peut tout consommer. Nous avons le fleuve Congo, nous avons la rivière Kasaï, nous avons le Lualaba, nous avons la rivière Ubangi, nous avons la rivière Ndjili. L'eau des pluies également. L'eau des pluies, exactement. Vous voyez, c'est une richesse énorme. Les eaux douces en RDC, donc les yeux de l'humanité sont rivés vers la RDC. Et d'après certains analystes, on estime que la 3e guerre mondiale serait occasionnée par les conflits d'eau. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le fleuve Congo est convoité par beaucoup de multinationaux. Il y a beaucoup de conférences actuellement. Récemment, c'était au niveau du Canada, où il y avait une conférence pour comment transférer les eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad. Mais dans cette conférence-là, aucun Congolais. Vous pouvez imaginer. Donc aujourd'hui, les yeux de l'humanité sont rivés vers le fleuve Congo. On est entré parfois, toute notre attention est forgée sur les matières premières.
Mais vous oubliez que l'eau aujourd'hui c'est une denrée rare. Et la RDC s'avère être la solution pour l'humanité. Le fleuve Congo est premier en Afrique en termes de débit. 50 000 mètres cubes par seconde. C'est énorme. C'est une richesse que nous devons protéger. Et le pays actuellement peut être développé simplement avec l'eau. L'eau nous produit l'électricité. Vu l'hymnologique, nous avons des lacs importants, notamment Tanganyika, après la Russie qui bat le record avec 538 lacs. Donc la RDC, l'avenir de l'humanité du point de vue ressources hydrauliques repose aussi sur la RDC. Donc c'est à nous de Congolais de prendre nos responsabilités en main et de revendiquer ce qui nous vaut de droit. À nous, le Congolais, de prendre nos responsabilités en main, comme l'a dit Lucien Mosengo. C'est sous cette note que nous allons devoir clôturer cette émission. Quelques salutations. Certainement, c'est une grande fête pour nous qui sommes environnementalistes. Ok, je salue mes formateurs, c'était Archal, c'était Daniel. Je salue ingénieur Dani Simbi. Je salue Berger Audrey Kintadi Bolela. Je salue Madame Christelle Kintadi. Et puis je salue Diamant Noir. Diamant Noir, je te salue également. Nous avons célébré l'or bleu, nous avons célébré l'eau. L'eau, c'est la vie. Nous avons célébré l'eau en réfléchissant sur la commercialisation de l'eau en bouteille en RDC, comment cela se passe. Certainement, vous avez aimé. Merci beaucoup à vous. Vous avez l'habitude de nous suivre sur Internet, sur la chaîne YouTube Focus Hydrocarbures officiel. Merci aux autorités de cette institution qui nous a reçus aujourd'hui pour ce tournage, l'Institut du pétrole et du gaz de Kinshasa, limité 10e rue. Merci à celui qui était à la caméra, montage, la réalisation, Jérémy Girois. Merci également à tous les étudiants qui nous suivent de partout, au Sénégal, Congo-Brazzaville, au Canada. Je vous aime bien. Nous allons continuer à parler énergie, rien que l'énergie, pour que l'Afrique, le Congo se développe. Au revoir.